Et voilà, ici, on vous donne quelques informations sur cette Coupe du Monde. Otto Addo règle ses comptes. Le technicien ghanéen n'a pas manqué l'occasion de prendre sa revanche vis-à-vis des médias de son pays qu'il avait vivement critiqué après la défaite contre le Portugal 2-3. Avec tout le respect que je vous dois, certains n'ont jamais joué au football et d'autres n'ont pas fait le travail. Dans le travail d'entraîneur, il faut être dedans pour savoir et comprendre beaucoup de choses, a-t-il martelé. Belgique, le vestiaire en feu. C'est la crise en Belgique. Des vives tensions auraient éclaté dans le vestiaire entre Eden Hazard et Kevin De Bruyne et Juan Vertonghen. Après le revers des Diables Rouges face au Maroc 0-2, le sélectionneur Roberto Martinez a confirmé sans pour autant s'affoler. C'est naturel, les joueurs évoluent ensemble depuis très longtemps. C'est comme dans une famille, a justifié le sélectionneur. Allez, Magath, sur ces deux informations, sur laquelle vous souhaitez revenir? Oui, sur la dernière, Kevin De Bruyne. Et là, il avait été lucide. Il y a 112 heures, il a donné une interview, il a accordé une interview à une chaîne belge, disant que la Belgique a laissé passer sa chance en 2018. Là, ils avaient une équipe cohérente, plus complète, plus homogène, un groupe vraiment avec beaucoup d'expérience et des très beaux joueurs qui étaient vraiment à leur meilleur niveau, comme Eden Hazard, par exemple. Mais cette saison, cette Coupe du Monde 2022, ce n'est pas la Coupe du Monde donc, de la Belgique que les Belges soient beaucoup moins critiques avec l'équipe belge. Donc oui, comme l'entraîneur l'a dit également, tout peut arriver. À la quête du résultat, effectivement, Eden Hazard, qui est donc le capitaine de l'équipe. Eden Hazard, c'est un Eden Hazard avec 10, 15, 20, voire même 20 kilos de plus. Pour moi, si je suis sélectionneur, ce garçon-là, je ne le mets pas dans un match de Coupe du Monde. Ouais. Vrai, il a l'expérience il peut encadrer les jeunes, mais il le met, on a dû le voir lors des matchs, il n'a même pas gagné 2 ou 3 ballons, alors que ce n'est pas le Eden Hazard qu'on a connu. Depuis le Patriot Real Madrid, on l'a perdu là. Donc Kevin De Bruyne ne supporte pas, effectivement, que voilà, il est le capitaine, c'est vrai. Mais bon, on fait les efforts les uns pour les autres, mais quand vous avez un maillon, bon, il n'y a pas de maillon faible, mais quand vous avez un qui est en dedans, ben, vraiment ça plombe un peu à la recherche de la victoire de l'équipe globalement. Donc là-dessus, on peut comprendre. Pourquoi ils se sont chamaillés dans la vestiaire. Dans la vestiaire. Martial, sur l'information du Ghana, est-ce que vous comprenez la sortie du coach Otto? Est-ce que c'est le timing parfait? Je ne crois pas que ce soit le timing parfait. Et ce que je voulais dire aux techniciens du Ghana, d'abord, son équipe n'est pas encore qualifiée pour les huitièmes de finale. De deux, le Ghana, avant lui, atteint en 2010 les quarts de finale de cette compétition-là, prestigieuse. Donc, je crois qu'il faut être un peu plus modeste. Les supporters sont libres de dire ce qu'ils pensent parce que, bon, c'est des fanatiques. Maintenant, toi, le technicien, tu connais quand même l'intérieur de ton vestiaire. Maintenant, travaille pour pouvoir vraiment dire aux uns aux autres que, voilà, malgré vos critiques, nous travaillons parce que nous connaissons la réalité et voilà le résultat. Mais il n'a pas encore atteint les huitièmes de finale. Mais déjà, il règle des comptes aux gens. Je pense que ce n'est pas le bon timing. Dago Charles, il aurait dû s'inspirer de l'exemple d'Aliou Cissé ou pour vous, c'est légitime, sa sortie? Non, moi, je ne suis pas pour du tic au tac. C'est une réaction qui ne me plaît pas parce que je pense que ce soit les joueurs, les entraîneurs, et non que le terrain. Pour s'exprimer. Voilà, pour s'exprimer. Et donc, dans une certaine mesure, oui, je suis d'accord avec Martial, mais pas lorsque les supporters ont le droit de le dire. Non. Pardon, que les supporters sont libres de le dire. Mais lui aussi, il est libre. C'est un individu aussi comme eux. C'est aussi un Ghanéen comme eux. Est-ce que vous... Non, je suis juste en train de dire... Oui, je sais. Je veux juste ajouter... et dans le cas des journalistes, c'est pareil? Oui, c'est pareil. Okay. Je voulais juste qu'ils comprennent que les journalistes, ils font leur rôle. Leur rôle, c'est de critiquer, faire des observations et autres. À lui de comprendre. Et que la meilleure façon pour lui de répondre, c'est sur le terrain en donnant des résultats. Voilà, c'est un peu ça. Maintenant, pour revenir sur le cas de l'équipe de Belgique aussi, voilà, De Bruyne a dit quelque chose pour moi qui résume tout. Ils sont vieux. Voilà. Et ça, c'est une réalité. Parce que depuis plus de 10 ans, ils ont au moins chacun entre 55 et 60 matchs par an dans les jambes. Pendant 10 ans, on n'est pas loin des 400, 500 matchs. Et le haut niveau, comme la Coupe du Monde, on ne peut pas tenir. Voilà, comme ça. Donc, ils ont laissé passer le coach. Il doit pouvoir assumer. Allez, c'était tout pour les coulisses du Qatar. Place au résultat du jour.
Allez, vous connaissez le résultat d'Équateur-Sénégal, certainement, oui, on a tous suivi ce match avec beaucoup d'intérêt. Le Sénégal a battu l'Équateur sur le score de 2-1, oui. Les Pays-Bas ont battu le Qatar, pays organisateur. L'Iran a perdu face aux États-Unis et puis les Pays de Galles sont tombés face à l'Angleterre avec Timothy Weah, j'imagine, très heureux. Magat, comment avez-vous vécu le choc? C'est vrai qu'on était ici, mais vous avez pu voir un bout quand même. Oui, un match un peu compliqué au départ entre les voisins. Il faut le rappeler, le pays des Galles un peu incorporé dans... fait partie donc du Royaume-Uni. Mais bon, en matière de football, chacun défend donc son drapeau. Ouais. Je suis un peu quand même étonné du résultat du pays des Galles dans cette Coupe du Monde parce que les joueurs évoluent quasiment en première ligue, au même niveau que les joueurs anglais. Mais voilà, score 3-0, c'est sèchement. Mais comme quelqu'un l'a dit la dernière fois, il y avait un arrangement sportif entre les États-Unis et l'Angleterre au niveau du jeu parce que bon, personne n'a voulu aller à l'abordage. On a fait un match nul très heureux. Donc, ce qui permet à l'équipe des États-Unis, en cas de victoire face à l'Iran, de passer devant le pays des Galles. Avez-vous les preuves de cet arrangement-là? Oui, parce que ce n'est pas officiel, ce que vous dites. Non, ne dites pas les choses. C'est une façon de parler. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, voilà. Donc là, l'Angleterre fait le boulot, fait le job face à cette formation du pays des Galles, 3-0 sèchement. Donc, le pays des Galles est éliminé. Mais eux, déjà, ils ont déjà laissé passer les chances lorsqu'ils ont perdu à la dernière minute. Dans les 10 dernières minutes face à l'Iran. L'Iran qui bat le pays des Galles. Bon, c'est un erreur qu'on prend, nous sommes en Coupe du Monde et tout peut arriver. Tout peut arriver. Alors, meilleur buteur de la dernière Coupe du Monde, le Prince Harry. Le Prince Harry Kane, sur cette compétition, est-ce que vous le sentez affûté? Est-ce que vous sentez son poids, justement, dans cette équipe? Oui, un tout petit peu. Mais il faut se de reconnaître quand même qu'il est bien encadré aussi, il est bien entouré avec les autres coéquipiers de Chelsea. Et autres, même. Moi, je trouve l'équipe d'Angleterre encore, pour moi, à 60-80%. Alors de ses facultés. Voilà, de ses possibilités, alors que cette équipe-là jouit du meilleur championnat. Les joueurs sont pratiquement tous au top. Est-ce que c'est la question des regroupements qu'il va falloir revoir au niveau international? Mais je suis étonné quand même que cette équipe-là ne puisse vraiment pas être au niveau d'une équipe comme l'équipe de France ou bien comme l'équipe du Brésil, alors qu'aujourd'hui, depuis pratiquement depuis le dernier Euro, cette équipe anglaise est pratiquement le même groupe. Mais dans le rendu, on ne sent pas une certaine cohérence, une certaine continuité dans ce qu'ils font, l'aboutissement de leurs différentes actions. Et ça, cela m'écœure un tout petit peu pour le football qui nous donne de voir dans leur championnat, surtout en Première Ligue. Sur ça, et concernant le coaching de Gareth Southgate, est-ce que vous avez quelque chose à mentionner? Comment vous trouvez son coaching, son management à la tête de cette sélection? Bon, je pense qu'il fait avec ce qu'il a, parce que Charles parlait tout à l'heure qu'il est étonné que des joueurs qui jouent en Première Ligue et qui n'arrivent pas à produire un jeu de qualité en sélection, mais je voudrais dire que jouer en club et jouer en sélection, ça fait deux choses différentes. Et la chose la plus importante, c'est que les championnats prisés comme l'Angleterre, l'Espagne, il y a beaucoup de joueurs étrangers qui y sont et qui sont quand même d'un certain niveau, ce qui fait que très souvent, ils relèguent au second rang les joueurs nationaux. Maintenant, s'agissant du management de l'entraîneur, je pense que c'est un bon technicien. C'est vrai peut-être que pour l'instant, son équipe n'arrive pas à produire un football de qualité, mais jouer la finale du dernier Euro 2021 avec lui et terminer 4e du Mondial 2018, et je pense que c'est quand même un bon technicien et je crois qu'au fur et à mesure, il aura quelque chose. Finalement, tu me rejoins, ça veut dire qu'il y a quand même un peu longtemps qu'il a le groupe. Tel qu'on prend l'exemple de Didier Deschamps et autres, il y a un peu quand même longtemps qu'il a le groupe. Donc, normalement, il doit y avoir une certaine cohésion, des automatismes qui doivent pouvoir naître dans ce groupe-là. Et donc, alors que lorsqu'on voit son équipe-là, qui est constituée des mêmes joueurs pratiquement, on ne sent pas encore cette patte-là de cohésion, de trucs bien huilés. Voilà un peu ce qui est mon problème. Sinon, ce n'est pas le fait qu'ils jouent tous en Première Ligue. Non, ce n'est pas forcément cela. D'accord. Magat? Il ne faut pas être dû avec Gareth Southgate. Rappelons-nous quand même du Mondial 2014 qui a été un fiasco total pour l'équipe d'Angleterre. C'est vrai qu'ils étaient en quart de finale, ils ont été éliminés en 8e de finale par l'équipe d'Uruguay avec un Luis Suarez étincelant.
À partir de ce moment-là, oui, l'équipe d'Angleterre cherchait un sélectionneur. Donc, ils ont fait appel à ce jeune garçon-là. Bon, je vais l'appeler ainsi parce que c'est un jeune entraîneur, un jeune sélectionneur. Il était intérimaire. Donc, au fur et à mesure, voilà, il a pris la mesure donc, de l'équipe. Et puis, bon, ses résultats ont parlé pour lui. Il s'est qualifié brillamment pour le Mondial 2018. Donc, à partir de ce moment, ils l'ont conforté dans sa position. Il est devenu sélectionneur de l'équipe d'Angleterre. OK. Et donc, il fait vraiment un excellent parcours. Ça, je suis d'accord. Il joue une finale d'Euro. Il joue d'abord une demi-finale. Voilà. Après, on sait comment ils ont été éliminés en demi-finale face à la Croatie. Mais après, voilà, il a gardé son groupe, comme vous l'avez dit. Il arrive alors en finale de l'Euro à domicile. Hein. Et ça manquait de peu, on a vu. Hein. En finale, ils ont raté les pénaltys. Marquinhos Rashford également. Moi, je parle du contenu aujourd'hui. Je parle du contenu aujourd'hui. Le contenu, hier, ils ont battu Pays d'Égal 3-0. Donc ça va hein, pour moi. Allez, d'accord, allons-y. Le débrief se poursuit et on va attaquer à présent la perf du jour. Et on va revenir sur le choc Équateur-Sénégal. Est-ce que ce choc a tenu toutes ses promesses d'Ago Charles? Oui, pour moi, oui. On voulait que les Sénégalais marquent suffisamment de buts parce que c'est une équipe qui nous avait habitués à ne pas marquer beaucoup de buts. Durant la dernière CAN, le Sénégal ne marquait qu'un seul but jusqu'à ce qu'il remporte ce Graal-là. Et donc, on souhaitait avoir une équipe du Sénégal, franchement, qui réussisse et qui finisse ses actions positivement. Et donc, pour moi, voilà, l'avoir marqué autant de buts dans cette compétition, pour moi, c'est déjà bien. Et puis, il y avait aussi l'adversité. Maintenant, dans le contenu, franchement, force est de reconnaître que le Sénégal a franchi un véritable palier. Allez, mettez juste une pause et utilisez les ardoises. Et je pense que cette question peut me permettre de poser la question LGT et derrière, vous allez continuer l'argumentation, tout simplement. Ok. Allez, Mondial 2022, qualifié pour les huitièmes de finale. Le Sénégal vous a-t-il séduit? Je l'ai fait à dessein parce que vous étiez en train de rentrer un tout petit peu dans les détails. Oui ou non, derrière, sur l'ardoise? Mettez juste oui. Oui. Oui ou non, si le Sénégal vous a séduit ou pas. D'accord. Voilà. Oui pour Martial Gourou. Oui et non, de ma position, je vois, Magat. Que et oui. Son oui soit oui ou son non soit non. Effectivement. Lorsque vous étiez à l'école, vous avez eu le coup. Mais non. Allez, poursuivez, Dagouchar. Voilà, donc pour moi, ils m'ont séduit, surtout dans le regroupement défensif, dans l'abnégation, dans la détermination, dans le refus de défaite. Et j'ai vu une équipe du Sénégal aujourd'hui qui va dans le sens de gagner un match et non pour gérer un match. Et c'est à ce niveau-là que je pense que l'équipe du Sénégal a franchi un véritable palier. Aujourd'hui, quand elle joue, elle est convaincue de ses capacités et qu'elle est convaincue qu'elle peut battre n'importe quel adversaire. Et ça, je l'ai vu. Surtout, une dernière action des Équatoriens, je crois. Voilà, des Équatoriens. Une dernière action où j'ai vu le capitaine Koulibaly, Kalilou et l'autre, franchement, venir fermer l'attaquant de sorte à lui faire comprendre que tu ne passeras pas. Là, ça montre une complémentarité. Il était avec Diallo. C'est séduisant de voir cette complémentarité-là. Voilà, et c'est assez bon. Et puis l'autre chose, c'est de revoir Mendy revenir dans la danse aussi rapidement. Parce qu'on a très vite enterré Mendy après le premier match. Mais tout de suite, il a eu la force nécessaire. Et surtout les encouragements du peuple sénégalais. D'où j'ai publié sur ma page aujourd'hui en disant, lorsque on est tous réunis derrière une équipe, ça va dans le bon sens. C'est ça. Et sur la page Facebook de la 3, Yao Amara Ouattara Moro, il écrit ceci. Oui, mais Cissé doit revoir son système de jeu. Quand il marque, il n'attaque pas. Voilà, c'est son avis et on le respecte. Martial Gourou, sur notre question LGT, qualifié pour les huitièmes de finale, le Sénégal vous a-t-il séduit? Oui, dans l'ensemble, on a vu un bloc équipe. Comme l'a si bien dit Dagouchal, ils défendaient ensemble, ils attaquaient ensemble. À ce niveau, je pense qu'il y a eu quand même une progression dans la façon de jouer des Lions de la Teranga. Mais, je crois qu'il y a un mais. Et là, vous avez lu tout à l'heure quelqu'un qui suit l'émission. Sur Yao Amara Ouattara. Parce que lorsque le Sénégal a marqué, elle est restée attentiste. Se sont tous regroupés derrière. Et quand l'adversaire a égalisé, c'est là qu'ils ont senti le danger, se sont remis dans le sens de la marche. Et donc, je pense qu'à ce niveau, ce n'est pas bon. Maintenant, l'autre problème, c'est que la défense du Sénégal, je pense qu'ils sont à 3 matchs, mais je crois qu'elle a encaissé 4 buts. Oui, et donc je pense que c'est quand même beaucoup
pour une équipe qui prétend quand même jouer les premiers rôles dans cette compétition. Magat, oui et non. Je vous ai placé en dernière position. J'ai dit oui et non, effectivement, mais l'ami Martial Gourou m'a rejoint finalement, hein, parce qu'il a dit un mais. Alors oui, parce que l'équipe du Sénégal a du caractère. Oui, parce que je retiens que le Sénégal a la culture de la gagne. Oui, le Sénégal a enfin digéré le forfait de Sadio Mané, je peux l'appeler ainsi. Et oui, je retiens que le Sénégal adore le continent asiatique. Parce qu'en 2002, c'était donc en Asie, Corée et Japon, où ils ont été en quart de finale. Cette fois-ci, encore, nous sommes en 2022, nous sommes en Asie. Oui, ça, c'est pour ce qui est bon pour le vert. Le non, les erreurs défensives. La seule bonne action défensivement, c'est comme il le disait, c'est quand Diallo et notre ami Kalilou, oui, effectivement, ont fait l'entonnoir sur Ener Valencia qui n'a pas pu passer. C'est tout. Mais après, il y a eu des erreurs défensives. C'est l'Équateur qui a déjoué dans ce match. L'Équateur a eu 61% de possession du ballon, a tiré 8 fois et 4 tirs cadrés. C'est peu. Quand vous avez 61% de possession du ballon, vous avez le ballon, et vous n'arrivez pas à faire bon usage, 8 tirs seulement et puis 4 cadrés, c'est très peu. Si l'Équateur avait... Allez, Magat, vous n'allez pas refaire le monde avec ça. Bon, justement. Si l'Équateur n'a pas pu faire là, c'est ça, le Sénégal les a empêchés. C'est ça, donc en somme, voilà. Possession stérile. Oui, possession stérile de l'Équateur et la défense du Sénégal est inquiétante. Comme il le disait, 4 buts pris en 3 matchs. Et combien de buts marqués? Ça ne pardonne pas au haut niveau. En 8e de finale, face à un cadeau européen, l'Argentine, un cadeau américain. Ne vous attendez pas sur les défauts. Laissez-moi terminer rapidement. Allez dans le sens de qualité aussi, s'il vous plaît. Vous croisez l'Argentine, vous croisez la France, vous croisez l'Angleterre. C'est un autre match. Allez, ça fait un moment. C'est un autre match, je vous en prie. Ça fait un moment que j'ai pas encore mis de carton. Là, j'ai envie de mettre un carton. Il s'attarde beaucoup sur les défauts que sur les qualités. Magat, ça va, c'est bon? Ah, le carton est... Mais non. Allez, terminez. Non, c'est ce que j'avais à dire là-dessus. Mais globalement, oui, c'est une très bonne équipe du Sénégal. J'ai été séduit. Oui. Nos reporters ont pu suivre les moments forts du match Équateur-Sénégal. On vous propose l'élément maintenant. Le support Sénégal, bon, on est très heureux pour ce premier mi-temps d'abord. On espère que la deuxième mi-temps, ça serait meilleur. On remercie le bon Dieu qu'on s'en sort avec Ecuador. Oui, je suis sûr que le Sénégal va gagner. Je ne sais pas à quel score ils vont faire, mais je suis sûr qu'ils vont se qualifier pour le deuxième tour. C'est l'honneur pour l'Afrique. Ecuador trying to get something for the set piece, and they do! Moises Caicedo! Vraiment, je suis content maintenant. Avec ces qualifications du Sénégal, vraiment l'équipe nationale a bien joué et il a fait l'honneur à l'Afrique. Vraiment, félicitations. Allez les Lions, allez les Sénégalais. En premier mi-temps, on a vu c'est 1-0. Deuxième mi-temps un peu difficile, mais ils se sont bien repris. Et puis on a repris le score. C'est fini, c'est une victoire africaine. Donc on va célébrer ça. On est vraiment content, on est très heureux. Voilà, pour la deuxième fois, le Sénégal va en 8e de finale. On espère pour les autres aussi. On supporte tout le monde. Voilà, donc c'est l'Afrique qui gagne. Et voilà, Équateur 1, Sénégal 2. Le Sénégal est qualifié pour les 8e de finale du Mondial Qatar 2022. C'est la bonne nouvelle pour aujourd'hui. Derrière, sur les choix des hommes d'Aliou Cissé, notamment la titularisation de Ciss, de Ndiaye, est-ce que vous avez quelque chose à redire là-dessus? Non. Ndiaye qui a été impérial tout au long de ce match. Non, je pense quand même que le Sénégal fait la démonstration de ce qu'il dispose de joueurs de valeur, de talent dans tous les compartiments. Ouais. C'est ça aussi le rôle d'un sélectionneur, pouvoir trouver des joueurs interchangeables et qui répondent présents, des joueurs surtout qui sont concernés du début de la compétition jusqu'à la fin de la compétition. Parce qu'il y a souvent d'autres joueurs, quand ils ne sont pas titulaires, et s'ils ne sont pas concernés, et donc ils laissent les autres se battre tout seuls. Mais je pense qu'Aliou Cissé a réussi à concerner tous les joueurs sénégalais. Donc pour moi, il n'y a rien à dire sur l'ambiance au niveau du groupe sénégalais. Si je ne m'abuse, Gana Gueye ne sera pas de la partie en 8e, alors qu'il a été des plus importants dans ce match, Martial. Oui, mais c'est malheureux. Et vous savez... Pour cumul de cartons jaunes? Oui, bien sûr. C'est malheureux. Il a pris vraiment un faux carton.
Je n'ai pas dit que ce n'est pas justifié, mais je pense qu'il aurait pu éviter cela. Bon, c'est arrivé. Je pense que le Sénégal, quand même, comme l'a dit Dago Chal, a une profondeur du banc de touche. Et tous les joueurs sont quand même des joueurs de haut niveau. Donc, je pense qu'il sera valablement remplacé, comme on le fait actuellement pour Sadio Mané. Il ne pouvait pas l'éviter pour deux raisons. D'abord, c'est la faute qui a amené l'égalisation de l'Équateur, si je ne me trompe pas. Et la deuxième raison, il a oublié que l'arbitre du match était un Français. Monsieur Turpin. Monsieur Turpin. Habituellement, les joueurs, vous savez, hein, lorsqu'ils font des fautes comme ça, ils ont tendance à donner des petits mots, lancer des petits mots comme ça. Et c'est déjà sorti, en fait. Donc, l'arbitre l'a bien entendu. Non, mais là, vous êtes trop dur, c'est trop méchant. Donc, il sort le jaune, malheureusement pour lui. Mais ce n'est pas nouveau, hein. Ben, c'est vrai. L'exemple que je vais prendre, ça a coûté cher le titre à l'Allemagne en 2002, avec Michael Ballack, voilà, qui a été suspendu, qui n'a pas joué la finale face à l'Allemagne et finalement le Brésil, face au Brésil du moins, et finalement le Brésil a gagné la Coupe du Monde. Il dit ça, Ganaga, il a été impérial tout au long de ce tournoi. C'est vraiment un vrai coup dur. Pour moi, c'est comme s'il était blessé. Hein. Voilà. C'est comme Jean Ali Suissi avait perdu un joueur pour le reste de la compétition. C'est vraiment un véritable coup dur pour le milieu de terrain de l'équipe du Sénégal. Et votre ami, hein, Nampalys Mendy, sera donc orphelin. Bah oui, Nampalys Mendy qui est rentré un peu plus tard, mais qui a assuré tout simplement dans son rôle. Allez, féru de sport, fan de la 3, on vous propose à présent la réaction d'après-match du sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, très heureux de la mission accomplie par ses poulains. Une grosse satisfaction avec, entre autres, une génération qui a énormément de caractère, de personnalité, une génération ambitieuse, une génération patriote qui se bat toujours pour ce maillot, qui respecte ce maillot-là tous les jours. Donc oui, une fierté vraiment pour mes joueurs et bien sûr les fiertés aussi de ce que nous sommes en train de faire depuis plus de 20 ans pour ce football sénégalais et ce football africain. Je pense que c'était mon rêve aussi, tout ce que j'ai pu appris ailleurs, voilà, en France, en Angleterre, pouvoir l'amener aussi chez moi pour aider aussi mon pays à avancer dans ce domaine-là qu'est le football. Cette victoire, on peut la dédier à beaucoup de personnes, bien sûr. On peut la dédier à Bouba d'abord, pour tout ce qu'il a eu à faire pour ce pays-là, qui est parti très tôt. On a une pensée pour lui, une pensée à toute sa famille. Mais bien sûr Bruno, comme vous le savez, qui était quelqu'un de très spécial pour moi, un de mes mentors. Mais au-delà de tout ça, cette victoire-là, personnellement, j'aimerais le dédier aussi à un homme qui est en train de faire quelque chose d'extraordinaire pour le pays. Malheureusement qu'il n'est pas là, qui s'appelle Sadio Mané. Donc je voudrais vraiment lui dédier cette victoire-là. Allez, une vidéo de Bein Sport France. Allez, à sa suite, Kalidou Koulibaly, le capitaine des Lions de la Teranga, naturellement du Sénégal, oui, a réagi juste après le match. Encore un élément de Bein Sport France. Magnifique, magnifique. Je pense qu'après le premier match, il y avait beaucoup de personnes qui nous voyaient éliminés, rentrer à la maison après 3 matchs. Mais pour nous, c'était hors de question. On voulait vraiment faire quelque chose de grand. Et aujourd'hui, je pense qu'on a fait un grand match contre une grande équipe de l'Équateur qui s'est battue avec ses armes. Mais nous, on était vraiment déterminés, on voulait vraiment se qualifier. Malgré l'égalisation, on a toujours cru. Et voilà, on a réussi à marquer ce but et aujourd'hui, on est qualifié, on peut être content. C'est vrai, c'était un jour spécial pour nous tous, pour tous les Sénégalais. On a notre premier marqueur, Papa Bouba Diop, qui est décédé ce jour-là. Donc on voulait vraiment faire quelque chose de grand pour lui aussi parce qu'il a marqué notre enfance, il a marqué tout le football sénégalais. Et quand on l'a perdu, c'était une grande perte pour nous. Donc aujourd'hui, c'était vraiment pour lui, on avait à cœur de bien faire. Et aujourd'hui, marquer et avoir son numéro sur le brassard, c'est un honneur pour moi. Et voilà, je salue toute sa famille, je salue tout le monde parce que vraiment, ils ont été géniaux. Ils nous ont envoyé des messages vidéo pour nous encourager et je tiens à les remercier. Et voilà, le soutien souligné par Dago Charles au début. On retrouve ce soutien-là, la reconnaissance d'Aliou Cissé et de Kalidou Koulibaly et surtout des hommages, Magat à Pape Boba Diop, qui est parti un 29 novembre, porteur du dossard 19. Il avait le numéro 19 sur son brassard en hommage à ce grand homme. La qualification pour les 8e. On ne pouvait pas rêver mieux. Exactement, comme l'histoire est faite pour être écrite encore une fois. Hein. Nous sommes en Asie, et comme en 2002, où Bouba Diop avait marqué le premier but sénégalais en Coupe du Monde face à la France. Et là, aujourd'hui, 29 novembre 2022, alors le garçon nous a quitté le 29 novembre 2020.
Et jour pour jour, 29 novembre 2022, et là, le Sénégal joue un match pour une qualification pour la 8e de finale. C'est tout un symbole. Et là, vraiment, les deux de foot étaient du côté du Sénégal et Bouba Diop était aussi là. Pour continuer l'hommage à Bouba Diop, je voudrais dire que ce Sénégal-là, en 2002, pour son premier mondial, est arrivé en quart de finale. Ils étaient finalistes, vice-champions d'Afrique. Cette année, ils sont champions d'Afrique. J'espère qu'ils vont franchir un palier. Ils iront en demi-finale. Bah oui, c'est possible. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà ce qu'on pouvait dire sur Équateur-Sénégal. Allez, sur les autres affiches, on va revenir un tout petit peu avant d'aborder le fait du jour. La copie montrée par les Pays-Bas de Louis van Gaal. Est-ce que ça rassure pour la suite? Même, on parle de Memphis Depay, hein, de De Jong et autres. Oh, les Pays-Bas, ça fait plus peur. Ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. C'était l'équipe de Ruud Gullit et autres. Là, cette équipe était véritablement impressionnante. Mais là, il y a beaucoup plus de jeunesse. Il y a encore... Les Pays-Bas n'ont plus de grandes équipes même au niveau du championnat. Ajax, PSV, Eindhoven et autres font plus trop peur au plan européen. Donc, ça se répercute sur l'équipe nationale. Mais c'est pas bien grave. L'équipe joue très bien. Le football est léché. Mais c'est pas puissant, c'est pas costaud, ça ne tente pas de croire que cette équipe peut gagner la Coupe du Monde. Ouais. Voilà. Voilà, ils vont toujours bien figurer. Allez, Magath, les statistiques de ce match face au Qatar, pour vous, c'est anecdotique ou c'est significatif pour vous? Vous me donnez les stats d'abord ou pas? Non, pas du tout. Alors oui. Le temps de les retrouver assez rapidement. Non, ne vous inquiétez pas, l'ami Jean-Baptiste. Alors, c'est face à une équipe faible du Qatar. Hein, tout à fait. L'équipe du Pays-Bas s'est carrément baladée, comme il a dit Dago Charles. Alors, l'équipe du Pays-Bas arrive à sa sortie dans cette poule-là parce que, oui, vous avez quoi? Le Sénégal, qui était pour moi... la seule grande équipe qui pouvait inquiéter donc, les Pays-Bas. Allez, quelques statistiques avant de vous laisser poursuivre. C'est 63% de possession de balles pour les Pays-Bas contre 37. C'est 13 tirs pour les Pays-Bas contre 6. 4 tirs cadrés de chaque côté, 5 non cadrés pour les Pays-Bas, 2 tirs non cadrés pour les Pays-Bas, enfin pour le Qatar. Vous voyez, depuis le Mondial 2010, pour les Pays-Bas où ils ont joué la finale face à l'équipe d'Espagne, ils n'ont plus jamais tiré à 13 reprises au but, par exemple, dans un match à élimination directe, bon, pas élimination directe dans la phase de poule. Donc oui, c'est une faible équipe du Qatar qui se présentait là, face à cette formation. Qui était déjà éliminé, tout ça? Qui était déjà éliminé, voilà, face à cette formation des Pays-Bas. Donc ils se sont donnés à cœur joie, ils ont dévoré donc le menu qui était là. Ils ne pouvaient pas ne pas se servir. Voilà. Donc là-dessus, on espère bien que cette victoire de 3 buts à 0 va leur permettre d'avoir un bon moral. Et puis, pourquoi pas, et là, ils terminent premier de leur groupe. Voilà, ils vont éviter les Cadors. Hein, ils vont donc prendre le deuxième d'une poule. Donc oui, on espère bien effectivement que cela va leur permettre d'enfin lancer leur mondial. Je pense que les Pays-Bas étaient attendus. Et je crois qu'ils ont fait respecter les statuts. Et... ils sont terminés premiers de cette poule. Et vous savez, les Pays-Bas vont jouer les États-Unis. Oui. Et vous savez, dans ce genre de compétition, il y a des équipes qui pensent qu'elles font un jour un calcul, et puis, certainement, pendant le deuxième tour, elles vont sortir le grand jeu. Elles peuvent jouer à l'économie parce qu'elles connaissaient déjà les adversaires qui n'étaient pas des adversaires de haut rang. Martial Goulou, vous me faites savoir que oui, ça t'est fait sciemment le fait de jouer comme ça avec un jeu moribond par moment. Non, c'est possible. D'accord. Parce qu'on voit déjà la qualité des adversaires qui sont en face. Ce n'est pas quelque chose d'assez grand. On joue en fonction. On joue en fonction des adversaires. Et puis maintenant, pour le second tour, on peut sortir la grande bataille. L'armada. OK. Allez. Venant de journaliste, je suis d'accord. Pas d'un praticien. Pas d'accord. On vous le concède. Allez, Dago Charles, si on devait dresser un bilan de la participation historique du Qatar à une Coupe du Monde, bah, ça donne quoi? Qatar? Oui. 3 défaites. Oui. Quoi? Donc échec total. Échec total, mais peut-être, je pourrais dire, une réussite aussi en dehors du terrain. Voilà, parce que les stades sont climatisés, côté organisationnel, sécuritaire, et tout. Ils ont réussi aussi à imposer leurs valeurs sociétales, parce que l'Occident a voulu leur imposer ces histoires de LGBT et autres.
ils ont refusé, ils ont réussi à tenir le coup. Bon, peut-être que c'est à ça que je pourrais faire allusion par rapport à leur coupe du Monde. Mais sinon, si c'est au plan footballistique, c'est vraiment un échec cuisant pour un pays qui organise une coupe du Monde. Je pense que ce pays aurait pu faire mieux quand même. J'ai envie de dire merci le Qatar pour les stades climatisés, merci pour les belles pelouses, merci également pour l'atmosphère autour des stades et tout ça. Mais le Qatar n'avait pas le niveau dans cette Coupe du Monde. D'accord. Allez, sans plus tarder, on va passer à notre rubrique suivante, le fait du jour. The Man of the Match. Tel est le trophée que la FIFA attribue à l'issue de chaque rencontre au joueur qui s'est le mieux illustré au cours de la partie. Comment est désigné le résolu? Les choix sont-ils toujours pertinents? Eh bien, dans cette vidéo que nous vous proposons maintenant, notre rédaction essaie d'apporter des éclairages sur ces questions. Du milieu belge Kevin De Bruyne par la FIFA comme homme du match au terme de la confrontation entre son pays et le Canada à la Coupe du Monde 2022 a suscité une vive polémique aussi bien au Qatar que dans le reste de la planète. Le meneur de jeu de Manchester City a quand même réceptionné son trophée, bien que reconnaissant avoir été transparent au cours de la partie. On se souvient également qu'à l'annonce du choix de Luka Modric comme homme du match Croatie-Maroc, le public du stade Al Bayat a ouvertement manifesté sa désapprobation par des huées à l'encontre du Ballon d'Or 2018. Quel est alors le mot d'attribution de cette distinction? Interpellée, la Fédération internationale de football association FIFA a donné des explications. Selon elle, le choix est fait par des internautes supporters inscrits sur son site FIFA+ et âgés de plus de 18 ans. À chaque match, ceux-ci sont appelés à exprimer leur préférence entre la 66e et la 88e minute. Ce critère lié à l'âge s'explique par le fait que le prix est sponsorisé par une célèbre marque américaine de bière. C'est pourquoi le trophée a la forme d'un grand verre rouge. Il s'agit donc d'un vote populaire ayant des relents marketing très loin des critères sportifs objectifs, reposant sur la performance et les statistiques. Allez, voici ainsi présenté quelques pistes de réponse à vos interrogations. Je reste convaincu que ça trotte un tout petit peu dans la tête de tout un chacun. Alors, Dago Charles, ce prix a-t-il, j'ai envie de dire, un sens? Oui, un sens à vos yeux. Ah oui, pour tout footballeur, être primé meilleur joueur d'un match, ça voudrait dire que voilà, on a supplanté adversaire et partenaire. Voilà, c'est une reconnaissance. Voilà, donc c'est un prix qui a une véritable valeur. Et puis, supposons que tu gagnes 3-4 matchs, alors que la Coupe du Monde se joue autour de 7 matchs, je crois. Tu gagnes 3-4 fois, il y a de fortes chances que tu finisses meilleur joueur de la compétition. Et donc, pour moi, c'est un prix qui est très, très important. Maintenant, les critères sont discutables. Voilà, quand on dit plus de 18 ans, aujourd'hui, plus de 18 ans, les jeunes gens qui regardent le foot, c'est beaucoup plus ce qui est bling-bling. C'est beaucoup plus les joueurs qui les ont marqués durant la saison, qu'ils ont envie de voir. Parce que même quand on prend les matchs de Coupe du Monde aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, Cristiano Ronaldo n'a pas encore été au sommet, mais les jeunes gens sont toujours pour Cristiano Ronaldo. Ouais. C'est pareil pour Messi, qui est encore en dedans. Mais les gens ramènent toujours tout au Barça et au Real Madrid, même souvent dans les maquis, un peu partout. Et donc, pour moi, ce critère-là, il est vraiment discutable. Vous auriez dû laisser ça aux entraîneurs, comme ils ont l'habitude de faire, ou bien aux capitaines et autres. Ce serait beaucoup plus intéressant. Sur le mode de désignation, Martial, est-ce que vous êtes d'accord? Moi, je pense que c'est une grosse arnaque pour moi. Hein, parce que prendre un public si jeune, et beaucoup ne savent même pas comment fonctionne le football, ne savent pas comment un joueur évolue sur un stade de football. Je pense que ça biaise en réalité le résultat qui est donné. La preuve, Kevin De Bruyne a dit que, bon, moi, je ne crois pas, c'est face au Danemark, je ne pense pas mériter ce prix-là aujourd'hui parce que je ne pense pas avoir fait un grand match. Et donc, déjà, il désavoue le mode qui a été choisi. Donc, je pense qu'il faut prendre des spécialistes. Je pense que la FIFA est quand même une association assez puissante qui a les moyens. Vous pouvez prendre des entraîneurs, mais des anciens footballeurs, à chaque rencontre, qui vont noter
et désigner l'homme du match. Voilà, donc je pense qu'il faut revoir le mode de désignation. Magat, un aspect assez important, c'est l'aspect marketing qui enveloppe cette distinction. Est-ce que ça vous gêne quelque part? Non, pas du tout. Lorsqu'on est sponsor d'une compétition, on vient pour avoir donc de la renommée. De la visibilité. De la visibilité, de la reconnaissance. Alors, donner le titre de meilleur joueur d'un match, man of the match, à un joueur qui joue, je ne sais pas où, au Guatemala, qui a fait un bon match, vous lui donnez ce trophée-là, moi, étant sponsor officiel, ça n'aura pas le même effet. Ça ne me dit absolument rien du tout. Mais si il court, ou il marche pendant 90 minutes, sa seule action, il met au fond, tu lui donnes le titre de man of the match, je suis content, parce que c'est Messi, tout le monde va répliquer. Ça va faire le tour des réseaux sociaux. Et là, dans l'élément, tout à l'heure, on a entendu parler, Kevin De Bruyne, il est quoi? Il est 3e meilleur joueur du monde actuellement, au niveau du Ballon d'Or, qui vient de célébrer donc, en France. Luka Modric, Ballon d'Or en 2018. Donc oui, on célèbre les artistes, entre guillemets. Donc là-dessus, ça ne peut jamais être objectif. Voilà, donc c'était autant organiser leurs données. Non, c'était un prix honorifique pour moi. C'était un prix honorifique pour moi et puis voilà qu'on en pense quoi. Jean Martial, c'est une arnaque. Donc, si je te suis, c'est une arnaque. Ça veut dire que c'est pipé depuis le début. Bon, pas pipé en tant que tel. Si. Pas pipé en tant que tel. C'est ce que tu dis. Non, laissez-moi aller au bout de mes idées. Pas pipé en tant que tel, mais celui qui vote, il a quand même une préférence. Il a son joueur qu'il aime. Même quand le gars n'a pas bien joué. Ouais, mais comme il a dit également aussi pour Jean Martial là-dessus, bon, il n'a pas la connaissance du football en tant que tel, donc oui. Bon. Et regarde la liste des joueurs. Ah, il y a Kevin De Bruyne, bon, je coche. Il y a Luka Modric, il coche le nom des joueurs qu'il connaît, des stars, voilà. Donc c'est juste ça. Et puis c'est juste pour, comment on appelle ça? Ça fait partie de la petite fête donc, mondiale. Donc c'est pas d'accord. Le mauvais côté, c'est que la FIFA sera de plus en plus en minorité, elle sera désavouée dans ses choix finaux. Et ça, c'est pas intéressant pour cette maison-là. C'est pour faire des choix par renommée, des joueurs de célébrité. La notoriété. Bon, mais ça ne sert à rien. Allez, on espère qu'on a pu apporter une petite contribution à votre compréhension concernant ce prix que la FIFA décerne après chaque match de Coupe du Monde. Allez, oui, parce qu'on est là-dessus. On vous présente à présent le programme de demain concernant Qatar 2022. Australie et Danemark, Tunisie, France, Pologne, Argentine, Arabie Saoudite, Mexique. Voici les affiches que vous allez pouvoir suivre demain. Et l'affiche qui attire notre attention tout de suite, c'est Tunisie-France. Tunisie-France. Magat, Tunisie-France, quand on dit ça tout de suite, à quoi vous pensez ? Je pense à un match très piège pour les Aigles de Carthage de Tunisie. Alors oui, la France est déjà qualifiée avec 6 points. La Tunisie, 4e avec un seul point. Oui, même Danemark aussi, qui est 3e avec 1 point. Sauf cataclysme, quoi. Voilà. Sinon, je pense que la France sera accompagnée par l'Australie qui joue donc le Danemark. Danemark, cette fois-ci, ça n'a pas été cette équipe-là qu'on a connue lors de l'Euro précédent. Donc oui, pour revenir à votre question, la Tunisie a raté le coche en faisant un nul face à cette formation du Danemark. C'est vrai, les gens disaient qu'ils avaient bien joué et tout ça. J'ai toujours dit, lorsqu'on a l'occasion de marquer un but face à un adversaire direct, il faut le faire parce qu'après, on a des regrets. Et c'est ce qui est en train d'arriver aux Tunisiens. S'ils avaient marqué, ils avaient gagné le match face au Danemark. Ils auraient peut-être aujourd'hui 4 points. Et puis ensuite, maintenant, aller négocier un nul face à la France, avoir 5 points. Et là, avec 5 points, on peut se qualifier pour le 8e. Voilà. Martial, étant déjà qualifié, est-ce que vous pensez que la France va lever le pied quand on entend peut-être faire tourner l'effectif, par exemple ? Pas lever le pied, mais je pense que la France, tout naturellement, est déjà qualifiée au thème des 2 premières journées. Donc, elle va faire tourner son effectif. Et c'est sûr que ça ne sera pas le 11 entrant qui a joué les 2 premiers matchs. Donc, à ce niveau, je pense que la Tunisie, si vraiment elle se donne les chances et qu'elle se donne de l'ambition, avec l'équipe B de la France, peut quand même avoir son mot à dire. Comment vous appréhendez justement cette rencontre à venir, une rencontre très décisive pour la Tunisie? Oui, qui, ça comme très difficile le Sénégal, doit forcément gagner. Oui, ça, je suis d'accord. Et ce type de match-là, en général, c'est souvent difficile parce qu'on ne sait pas s'il faut attaquer d'emblée ou il faut attendre et autres. Mais c'est surtout
avoir affaire à des joueurs qui sont sur le banc, supposés être le second couteau. Ceux-là, quand ils viennent, doivent faire montre de ce qu'ils savent faire pour mériter aussi leur place en sélection. Et souvent, ils sont beaucoup plus puissants même que les soi-disant titulaires. Et ceux-là, ils surprennent en général l'adversaire. Mais j'espère que les Tunisiens seront relevés la tête, à défaut de gagner cette équipe de France, vraiment qu'ils ne soient pas ridicules. Franchement, parce que c'est une très belle équipe, solide. Son problème, c'est offensivement. Elle n'a pas de finisseur, mais elle joue très bien au ballon. J'espère qu'elle sera habitée par la chance. Allez, Aurélien Tchouameni, l'intraitable milieu de terrain français, s'est exprimé au micro de BeIN Sport. Voici ce qu'il dit. Déjà, pour commencer, la Tunisie est une très bonne équipe, donc on sait qu'on va faire face à un match rugueux contre un adversaire qui aura à cœur de tout faire pour remporter ce match-là. Après, nous, de notre côté, malgré le fait qu'on soit déjà qualifié, on se doit, de par notre maillot et de par notre esprit de compétition, de tout donner pour gagner ce match. On a des millions de supporters qui nous supporteront devant la télé, au stade, et je suis sûr qu'ils voudront qu'on gagne ce match pour continuer cette bonne lancée. Donc, on sera prêt. Ils ont de bons joueurs. Il y en a pas mal que je connais parce que j'ai pu évoluer contre eux en Ligue 1, comme Brown, Skiri, Kazri, Sliti. Donc, comme je l'ai dit, on s'attend à un match difficile contre un adversaire qui va tout donner, qui plus est avec l'apport de leurs supporters qui sont venus en nombre au Qatar. Mais il va y avoir une bonne ambiance dans le stade et on vit pour ce genre de match-là, donc on est content. Arabie Saoudite-Mexique, c'est également une rencontre à suivre demain. On va parler de faveur des pronostics dans pas longtemps, mais avant, je vais vous proposer la réaction d'Hervé Renard, le sélectionneur de l'Arabie Saoudite, qui aura marqué à coup sûr ce début du mondial avec sa victoire historique sur l'Argentine, un homme avec des anecdotes émouvantes. On va suivre ensemble ce qu'il a confié à After Foot RMC. J'y arrive. Donc je monte une entreprise de nettoyage, mais c'est comme monsieur et madame tout le monde, on va le dire, sauf pour vous, parce que vous avez toujours été footballeur dans votre vie. Moi non. Ah oui. J'ai galéré comme toi. Ah ouais. Ouais. Mais c'est même pas de la galère, on le vit comme ça. On vit ce que beaucoup de gens et des milliers de personnes, des millions vivent, c'est-à-dire la vie normale, quelque part. Le football, c'est un monde de privilégiés. Ouais. Et moi, ces choses-là, déjà, je me levais à 3h du matin tous les jours, sauf le dimanche, pendant 8 ans. Je devais faire ma journée jusqu'à midi, 13h, je travaillais pour moi, et puis le soir, à 17h, je partais entraîner l'équipe de CFA de Draguignan. Mais quand je suis arrivé dans le monde professionnel, un match, pour moi, c'était du plaisir, c'est du bonheur, quoi. Parce que quand j'ai sorti des containers, j'ai nettoyé des vitres, j'ai travaillé sur la croisette, mais je faisais pas le beau sur la croisette, je faisais des vitres. Donc tout est nickel chez toi? Tout est nickel chez toi? Moi, je suis très... Attention, moi, je suis... Ça vous même un peu trop. Si t'étais chauve, tu serais monsieur propre, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça que, je vais pas me défendre sur mon image, mais quand on regarde le gars bronzé, tout ça, moi, oui, c'est une image, mais je suis pas comme ça. Au fond de moi, je suis pas comme ça, mais je vais pas lutter pendant des années. Ça sert à rien de se battre. Non, mais parfois c'est un petit peu. Ouais, c'est un peu chaud. C'est la vie, c'est comme ça. Comme ça. Ta maman qui te connaît vraiment, c'est certainement la personne qui te connaît le mieux. Elle voit ça comment? Elle perçoit ça comment? Elle te voit souvent ou pas? Elle me voit pas très souvent. Après. Aujourd'hui, si je suis ce que je suis et si j'ai cette éducation, ma mère de parents polonais, donc une éducation très stricte, elle m'a donné toutes les clés qu'il fallait pour affronter ce monde avec des valeurs humaines. Voilà. Moi, c'est ce que je retiens et les enfants, on leur dit il faut faire ci, il faut faire ça, ils comprennent pas. Elle a été dure avec moi, mais dans le bon sens et elle m'a donné... Et je ne lui dis pas assez souvent parce que entre nous... C'est quoi que tu aimerais lui dire? Je l'ai dit une fois dans une émission, j'ai pleuré, c'était à Lille, mais c'est parce que ça m'a touché, c'est parce que ma mère, elle m'a donné tout ce qu'il fallait les clés pour bien démarrer la vie. Et elle m'a dit, il faut rester humble, il faut travailler et tout ça, et donc... T'as des frères et sœurs?
Non, je suis fils unique. Donc ma mère, c'est ma mère, mais elle me reproche, je communique pas assez avec elle. C'est comme avec Hakim Ziyech. Donc. Ah oui. Non, c'est un problème alors, parce que t'aimes beaucoup les relations humaines, mais t'as un petit problème de communication des fois avec certains. Non, mais avec ma mère, oui. Ouais. Mais parce que ma mère est une personne assez froide. Et peut-être que dès le plus jeune âge, ça s'est passé comme ça. Si elle était là, tu lui dirais quoi? Bah, je lui dirais que je l'aime parce qu'elle l'entend pas assez. Sacré Hervé Renard, on a pu voir dans cet élément, on a pu faire un retour dans son intimité entre griffes, j'ai envie d'appeler ça comme ça. On espère tout simplement que vous avez pu apprécier cette vidéo de RMC. Alors, messieurs, revenons sur le match de demain, Arabie Saoudite-Mexique et les chances de cette équipe-là. Hervé Renard et son groupe, on rappelle, c'est 3 points tout de même. Ouais, on espère qu'ils pourront créer encore une autre surprise. S'ils ont pu battre l'Argentine de fort belle manière, c'est le même football sud-américain, les Mexicains. Et donc, pourquoi pas, ils pourront peut-être réussir le coup. Mais force est de reconnaître quand même, je l'ai dit une fois, ils ont surpris le monde du football au Qatar à travers ce premier match. Et là, depuis lors, tout le monde les respecte, tout le monde les prend au sérieux. Et là, voilà, ils ne vont pas surprendre cette fois-ci les Mexicains. Il va falloir qu'ils puisent dans leur fort intérieur pour pouvoir venir à bout cette équipe mexicaine qui joue très 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 bien au football. Magath, est-ce que l'Argentine pourra passer le cap concernant la Pologne? Ce serait très compliqué. Hein. Déjà, l'Argentine est classée 2e de sa poule, derrière donc la Pologne qui a 4 points. Et pays d'origine de notre ami Hervé Renard, le pays de ses parents. Donc oui, de sa mère, voilà, il va falloir donc jouer un mauvais tour aussi également aux Argentins. Alors, c'est simple demain, les calculs. L'Argentine, Pologne, l'équipe qui gagne passe au 2e tour. L'Arabie Saoudite face au Mexique, l'équipe qui gagne aussi également passe, surtout pour l'Arabie Saoudite. Pour le Mexique, il va falloir voir maintenant s'il n'y a pas de match nul entre la Pologne et puis l'Argentine. Demain, c'est un match coupéré, très compliqué. Mais le Messi, lorsqu'il a le dos au mur, il devient très, très dangereux. Donc, c'est à suivre. Est-ce que Martial, est-ce que vous pensez qu'on va assister à un duel Messi-Lewandowski? Bon, je pense que c'est quand même de grosses stars, de pointure mondiale. Donc, je pense que chacun va essayer de tirer vers le haut sa formation. Mais ce que je voulais retenir, c'est que dans ce groupe C, tout reste encore à jouer. Parce que la Pologne a 4 points, l'Argentine a 3 points, le Mexique, l'Arabie Saoudite en a 3, le Mexique a un seul point. Mais je pense que demain, celui qui gagne peut se positionner, peut espérer arriver en 8e de finale. Sur le duel de buteurs entre Messi et Robert Lewandowski, on a vu notre ami Robert Lewandowski qui a eu des cadeaux, voilà, tout récemment avec cette défense qu'on a vue là. Donc, il a marqué certes. Oui, c'est vrai, il a un brin de confiance avec lui. Donc demain, c'est un match dans le match. Mais individuellement, tactiquement, techniquement, je pense que Messi, il n'est plus à présenter. Il faut peut-être des loupés de la défense argentine pour voir Lewandowski marquer. Sinon, Messi aussi, en balle intrinsèque, peut faire la différence et ça fait sourire l'ami qui est en face. Allez. Mais c'est juste pour dire que les grands étaient présents face à l'Arabie Saoudite quand même. Les grands ne meurent jamais et les grands Voilà, se surpasse dans ces grands moments-là. Allez, j'ai aimé, je n'ai pas aimé, ça arrive et c'est avant notre plus quali. Allez, ici, en quelques mots, pour cette journée, Magath, Dago, Charles, Martial, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Moi, c'est l'hommage qu'on a rendu à Pape Bouba Diop. Et surtout le capitaine du Sénégal qui a porté son numéro. Je pense que c'est vraiment un grand hommage. Le numéro 19. Voilà, et donc vraiment, j'ai aimé. Magath? Bon, pour ne pas aller, je vais prendre un autre virage. J'ai aimé le but de notre ami Cody et Kpakbo, qui n'arrête pas de tourner tout le monde. Le milieu de terrain de l'Ajax de PSG Eindhoven avec Sangaré. Vraiment, c'est un véritable joyau. Ce garçon ne va pas rester longtemps aux Pays-Bas. C'est mon coup de cœur dans ce mondial. Je pense qu'il a déjà 3 buts. 3 buts, exactement. C'est ça. Moi, j'ai aimé la débauche d'énergie des Sénégalais et l'abnégation avec laquelle ils ont attaqué puis au plancher ce match-là. J'espère qu'ils auront encore la force
de rééditer cet exploit-là. Et surtout, celui qui a inscrit ce but-là, Kalidou Koulibaly, le capitaine, tel un leader, il a porté son groupe. Je me souviens de son premier but qu'il marque avec Chelsea lors de son premier match. Franchement, il est énormissime. Allez, on va se faire un plus calé spécial Pays-Bas. Voici le jingle qui l'annonce.